Oui. Est-ce que vous avez la dernière? Salam alaikum. Donc, salam alaikum. Bonsoir tout le monde, chers professeurs, chers collègues. Apparemment, on doit commencer parce que apparemment, cette ci elle a un problème de micro. Elle va le régler et puis il va le rejoindre. Donc, euh, donc pour garder le fil conducteur, ce que nous avons toujours dans le cadre de l'économétrie des données de panel, ce qui est caractéristique des données de panel, c'est cette hétérogénéité. Est-ce qu'on doit la prendre en considération ou pas? Est-ce que si on prend en considération cette hétérogénéité, c'est-à-dire ces effets fixes, ces caractéristiques inobservables, est-ce qu'on doit les contrôler parmi les régresseurs comme des effets fixes, que ce soit individuels ou temporels, ou on doit les garder dans le terme d'erreur, c'est-à-dire c'est des modèles à effet aléatoire. Donc, nous avons déjà vu tout ça. On va y aller directement vers. Je vais revenir sur un certain nombre de points, c'est surtout l'idée des tests des racines unitaires, les modèles panel ARPL, pourquoi? Est-ce que c'est la même chose? Il y avait une question. Euh, Est-ce que c'est la même vitesse que nous avons calculée avec le modèle dynamique, la vitesse de convergence? C'est la même chose avec la vitesse d'ajustement. Comme vous savez, l'idée de la vitesse, bon, on calcule la vitesse de la même manière, parce que la vitesse, c'est quoi? C'est d sur t. Si nous avons la distance et nous avons le temps, on peut déduire la vitesse. Donc, l'idée des données dynamiques est que nous avons la variable dépendance qu'on cherche à expliquer, et nous avons le retard de la variable dépendante, c'est-à-dire son retard parmi les régresseurs. Ce coefficient, qu'on appelle le coefficient de lissage, ou le coefficient d'inertie, ou le paramètre autorégressif, c'est la même nomination, mais le sens est le même. Lorsqu'on dit paramètre de lissage, donc c'est quelque chose qui toujours, si vous voulez, c'est le passé de la variable. C'est-à-dire comment le passé de la variable
comment il influence la variable elle-même. C'est ce qu'on appelle également le phénomène d'hystérèse. Votre histoire, est-ce qu'elle a des faits sur vous ou pas? Et cet effet, c'est les persistants ou c'est les transitoires, c'est-à-dire avec le temps, il va. Et d'ailleurs, c'est même le test de racine unitaire, c'est la même chose. C'est la variable expliquée par son retard, et bien sûr, on va voir comment, on va voir normalement les tests de racine unitaire. Tout d'abord, dans le cadre des données de panel, j'aimerais juste, à titre d'information, il y a deux tests. Test de première génération, test de deuxième génération. Vous pouvez les faire facilement. Si vous avez la logique des packages, vous pouvez faire n'importe quel test. Puisque le package il est là, vous pouvez tourner le modèle. Donc, première génération, deuxième génération. Première génération, c'est-à-dire nous avons une hypothèse d'indépendance entre les individus. C'est-à-dire, dans le cadre des données de panel, ces pays ils sont indépendants. Et si on tient cette hypothèse, nous avons deux types de spécifications. Est-ce qu'on va faire le test en considérant que cette racine autorégressive, c'est-à-dire le paramètre lié à la variable retardée, est-ce qu'on doit à chacun, c'est-à-dire à chaque pays, on doit caractériser, il a son propre paramètre, c'est-à-dire son propre coefficient, ou bien nous avons un coefficient pour tout le monde. C'est ce qui fait la différence donc spécification homogène et spécification hétérogène. Ça concerne la racine autorégressive. On va voir ça dans les équations. Vous allez visualiser la différence entre les deux. Donc là, il y a le test de Levenloux, le test donc Harris et Zavalis. Il y a également le test de Ian Pezaran, donc Mohamed Hashim Pezaran, c'est un iranien, Madala et où. C'est des tests où la racine, elle est spécifique à chaque pays. C'est-à-dire, ce n'est pas la même racine. Tests de deuxième génération, c'est des tests où on considère qu'il y a une dépendance entre les individus. Donc, les tests, il y a ceux qui demandent est-ce qu'on doit faire test de première génération, deuxième génération, c'est les données qui déterminent. Si les pays ils sont indépendants, on va travailler avec les tests de première génération. Si les individus, il y a une certaine dépendance, on peut travailler avec les tests de deuxième génération. Bien sûr, la logique, c'est le même que les racines unitaires, les tests de racines unitaires, vous les connaissez tous. On travaille avec le troisième modèle. Désolé. On commence par troisième modèle, mais ce que vous pouvez voir qu'il n'y a que la variable dépendance, donc en différence, delta y et t. Normalement, c'est quoi delta y et t? C'est y et t moins y et t moins 1. Si on passe y et t moins 1 de l'autre côté, on aura y et t égale à 1 moins ρ, y et t moins 1. Soit on teste ρ est égal à 0, soit on teste ρ est égal à 1 moins ρ est égal à 1, c'est la même chose. Donc, l'idée, c'est quoi? On cherche à voir quelle est la relation entre la variable et son retard. Si la variable elle est stationnaire, donc ρ normalement, ça doit être inférieur à 0. C'est-à-dire que si on travaille avec un niveau, y et t égale à gamma, par exemple, y et t moins 1, donc gamma, ce sera 1. Donc l'idée de racine unitaire, si la variable, elle présente, on dit une marche aléatoire, c'est-à-dire que la variable, elle est intimement liée à son passé, c'est-à-dire qu'il ne veut pas ce phénomène d'hystérésie, même ce phénomène, il est emprunté des sciences physiques. C'est la logique des batteries. Lorsqu'on charge des batteries, il passe combien de temps pour se décharger? Même dans la sociologie, Pierre Bourdieu, il utilise ce terme pour distinguer des personnes qui gardent toujours, qui sont très attachées à leur passé.
Donc, ce qu'on dit, ils sont estérés. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de temps pour se... Maintenant, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Oui, oui, c'est Tarek, on t'écoute. Depuis combien de temps où le son est coupé? Même pas 30 secondes, monsieur. Donc, on a parlé de... On était sur La marche les... aléatoire. Dans ce slide. Exactement. Donc, j'ai dit que l'idée des racines unitaires, bon, l'intuition, c'est ça. Ce que je voulais expliquer, juste l'intuition. Pourquoi on fait le test de racines unitaires? C'est tout simplement pour voir si cette série, est-ce qu'elle est très attachée à son passé ou le passé, au fur et à mesure, il peut être estampé. C'est-à-dire, donc, on peut voir ça tout d'abord pour voir si la série elle est stationnaire ou pas. Il faut passer par 3 étapes qui sont très, très importantes. C'est tout d'abord, il faut visualiser la série. Comment elle est. Est-ce qu'elle présente une tendance ou pas? Est-ce qu'elle part de l'origine ou elle part d'un autre point, c'est-à-dire elle présente une constante? Et cette tendance, elle est comment? Est-ce qu'elle est déterministe? C'est-à-dire, vous pouvez visualiser que la série, elle a une tendance qui est régulière. Sinon, si elle présente une tendance qui est stochastique, c'est-à-dire une tendance qui, parfois, il monte, puis il baisse, puis il monte. Donc, il n'a pas un sentier qui... Vous pouvez tout d'abord voir ça d'après la visualisation de la série. Et puis, vous pouvez passer par les corrélogrammes. Les corrélogrammes, ils montrent surtout l'ACF et le PACF, Autocorrelation Function et Partial Autocorrelation. Donc, la fonction d'autocorrélation, c'est tout simple. Elle va vous montrer comment la série, est-ce que, au fur et à mesure, en revenant en arrière, est-ce que ça diminue ou bien il garde toujours les mêmes effets. S'il garde toujours le même effet, on dit que cette série, c'est une marche aléatoire. C'est-à-dire qu'il peut s'écrire, comme vous voyez ici, il peut s'écrire comme un modèle MA ou un modèle R infini. Pourquoi? Tout simplement, Y, IT est égal à 1, puisque la racine unitaire, elle présente une racine unitaire, est égal à 1, Y IT moins 1 plus epsilon T. Y IT moins 1, c'est quoi? C'est 1, Y IT moins 2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la constante. Finalement, la série elle peut s'écrire sous forme des erreurs plus la constante. Donc, c'est pourquoi on dit, lorsqu'elle présente une marche aléatoire. Vous pouvez voir les tests, par exemple, le modèle de Levin-Bloom. Normalement, l'hypothèse nulle est que ρ est égal à 0, c'est-à-dire la série elle présente une racine unitaire, parce que ρ, c'est 1 moins gamma. La racine unitaire, 1 moins la racine unitaire. Et si gamma égale à 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est pourquoi on teste, c'est la même chose. On peut tester avec ρ égale à 0, on peut tester avec gamma égale à 1. Donc, l'hypothèse alternative, c'est ρ strictement inférieur à 0. C'est-à-dire, si on trouve un p-value qui est inférieur à 5%, on peut dire que on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative, c'est-à-dire que la série est stationnaire. Le modèle 2, vous pouvez voir que ce modèle avec un test conjoint, c'est-à-dire la racine unitaire plus la constante. Modèle 3, c'est racine unitaire plus la constante plus la tendance. Donc, toujours, on commence par le troisième modèle. Pourquoi? Pour voir est-ce que la série est de type TS ou DS. TS, c'est-à-dire Trend Stationary. DS, c'est Difference Stationary. C'est-à-dire, est-ce qu'elle présente une tendance déterministe ou aléatoire?
c'est les de type TS, c'est-à-dire que la série elle est stationnaire avec la tendance, c'est-à-dire que il y a la tendance et la série elle est stationnaire aux alentours de la tendance, c'est-à-dire qu'on peut soit régresser sur la tendance et puis on peut stationnariser en régressant sur la tendance, c'est-à-dire éliminer la tendance. Donc c'est la solution. Si les de type DS, on passe par la différence. Et pourquoi la différence? Parce que la différence, il va éliminer la tendance. Il va éliminer la tendance, puis il va, donc, ça dépend le type de série. Bien sûr, dans le cas des tests où ρ, c'est-à-dire la racine unitaire, il est hétérogène, c'est-à-dire il diffère d'un pays à l'autre, dans ce cas, nous n'aurons pas ρ sans indice, mais on aura ρ avec indice I. C'est-à-dire que on teste la racine unitaire pour chaque pays, pas pour tous les pays d'un seul coup. Donc, l'idée de racine unitaire, elle a besoin d'une science. Toute une science parce que c'est très compliqué. Parfois, la série, elle est trimestrielle. Il faut enlever les saisonniers, le problème des saisonniers. Donc, il faut nettoyer la série. Si on veut vraiment stationnariser une série, il faut la nettoyer. C'est-à-dire, donc, et même le T de students, il n'est plus valable dans le cas où la série elle est non stationnaire. Il faut passer par les valeurs des key Fowler, parce que des key Fowler, ils ont simulé un autre tableau pour le cas où la série n'est pas stationnaire. Donc, juste pour passer directement le modèle ARDL, puisque nous avons passé de modèle ARDL, l'idée de ARDL ou même le modèle VECM, le modèle ECM, l'idée est très simple. Normalement, ce qui est toujours le cas, c'est la régression. Nous avons toujours la même régression. C'est YIT, régressé sur une variable explicative. Donc, ça, c'est un modèle, c'est la relation de long terme. Mais ce qui est en bleu, YIT, plus la égale une constante, une variable dépendante retardée, une variable explicative, ils sont en retard. Ça a ARDL d'ordre 1,1, puisque nous avons pris un retard pour la variable dépendante et un retard pour la variable explicative. Donc, si vous voyez, normalement, pour avoir ARDL, c'est une régression comme les autres. C'est un modèle autorégressif distributed lag model. Autorégressif parce que nous avons la variable dépendante qui est parmi les régresseurs et distributed parce que nous avons distributed lag model, c'est des variables explicatives avec leur retard. On peut passer par des transformations justes parce que le modèle de départ, c'est celui qui est en bleu. On peut passer par des transformations. Vous pouvez voir que YT, ce n'est que delta YT plus YT moins 1. Parce que delta YT, c'est YT moins YT moins 1, moins YT moins 1 plus YT moins 1. Ça saute et puis on aura. Donc, on va remplacer dans le modèle. Vers la fin, on aura le modèle ARDL. Vous voulez dire ARDL au VECM. VECM, c'est un ensemble des équations ARDL normalement. Normalement, nous avons des variables explicatives, d'autres variables que les variables dépendantes. Donc, mais la logique, c'est toujours même logique. C'est la relation de court terme et la relation de long terme. La relation de court terme, c'est lorsque la variable elle est en différence, parce qu'on est dans le cycle. Et la relation de long terme, c'est lorsque les variables sont en niveau. Donc, normalement, il y a tout un débat. Est-ce qu'il faut travailler que dans le cycle? Est-ce qu'il faut travailler dans la tendance? Bon, les modèles RBC, ils ont dit qu'il ne faut pas décomposer la série entre cycle et tendance. Il faut travailler parce que normalement, c'est l'idée des chocs. Et ces chocs, comment ils vont s'estomper avec le temps. Donc, il faut travailler avec les deux. C'est-à-dire travailler avec des équations en niveau et des équations en différence. Les équations en différence, elles captent la relation de court terme, c'est-à-dire le cycle et les chocs.
Et la relation de long terme, elle capte la tendance ou ce qu'on appelle co-intégration. Co-intégration, c'est-à-dire que ces séries, à long terme, ils vont se rejoindre. C'est pourquoi on parle de vitesse d'ajustement. Donc, ce n'est pas vitesse de convergence. L'ajustement, c'est que ces variables, ils vont se rejoindre dans le long terme. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on augmente la masse monétaire, donc, surtout le modèle ARDL, il répond au modèle de Milton Friedman. C'est l'idée que les agents économiques, ils commettent des erreurs systématiques et ils vont corriger ces erreurs, c'est-à-dire c'est l'idée de l'illusion monétaire. À court terme, ils vont dire que c'est une augmentation, par exemple, dans le salaire, alors que c'était juste une augmentation dans le salaire nominal. Et après, il y a Loka qui va dire que les gens ils ne vont pas tout le temps commettre des erreurs, mais c'est des agents qui sont rationnels. Donc, c'est l'économétrie, à chaque fois, il répond à ce débat de... Donc, c'est juste pour montrer l'idée de est-ce que c'est une vitesse de convergence, parce que c'est une vitesse d'ajustement, parce que ici, nous avons YIT moins 1 et XIT moins 1. C'est-à-dire deux variables. Alors que dans le cas de la vitesse de convergence, c'est comment la variable, c'est-à-dire comment les pays, ils vont rattraper les autres pays en termes de PIB ou bien en termes de croissance économique. Parce que si on a le point de départ et on a l'état stationnaire et nous avons, votre point actuel, c'est-à-dire nous avons la distance, nous avons le temps, on peut déduire la vitesse de convergence. Donc, la façon dont on calcule les deux, c'est la même, mais le processus, ce n'est pas le même. Parce que la vitesse de convergence, c'est dû au modèle de Solow. C'est comment les gens, c'est comment les pays, ils vont se rattraper à long terme. Alors que pour le modèle ARDL, c'est comment les gens, ils vont corriger leur comportement à long terme. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'était juste par rapport à l'idée de racine monétaire et l'idée des modèles ARDL, le modèle VECM, VAR. Généralement, ça rentre parce qu'il y en a des étudiants qui viennent directement, ils disent, moi, je vais travailler avec un modèle VECM, mais un modèle VECM, si les variables ne sont pas intégrées de même ordre, vous ne pouvez pas travailler avec un modèle VECM. Alors que le modèle, toujours, le même problème lié au son. Vous ne m'écoutez pas? On vous écoute, Assi Tarek, on vous écoute. On vous écoute très très bien. C'est Tarek, là, je suis avec vous. C'est bon, on vous écoute. Marhaba, assalama. Depuis tout à l'heure, c'est grâce à Amine. Alhamdulillah. Donc, je dis... Donc, ouais, l'idée de VECM, ARDL, c'est plus flexible. Vous pouvez travailler avec des séries qui ne sont pas intégrées de même ordre, par exemple intégrées d'ordre 0 et 1, mais pas 2. C'est-à-dire que c'est ça où la flexibilité du modèle ARDL. C'est-à-dire même si les variables ils ne sont pas intégrées de même ordre, vous pouvez travailler avec un modèle ARDL. Mais sachant que ces variables, elles sont intégrées à un ordre inférieur strictement à 2. Et généralement, les variables, ils sont tous presque intégrés. Si la variable n'est pas stationnaire en niveau, elle peut être stationnaire en différence. Donc, c'est ça, les modèles ARDL, ils sont flexibles par rapport au modèle VECM, c'est un système des équations ARDL, c'est un système des équations autorégressives. Et là, il faut que les variables soient intégrées de même ordre. Ça, c'est une exigence. Mais vous n'êtes pas censé de stationnariser. Parce que parfois, ils me demandent, est-ce qu'on stationnarise pour la RDL ou bien pour le VECM? Non, c'est juste pour avoir l'idée sur les variables, comment ils sont, l'ordre d'intégration. Mais en fait, on stationnarise que pour le modèle VAR. Parce que le modèle VAR, on travaille dans le cycle, on travaille dans le court terme. C'est une série. Mais
le logiciel, il fait les transformations. Il utilise les variables en différence et en niveau pour, que ce soit pour le modèle VECM ou pour le modèle AFDL, pour capter la relation de court terme et de long terme. Donc, on passe vers le modèle de frontière stochastique. Modèle frontière stochastique, avant d'oublier, j'ai trouvé par exemple des travaux, surtout ceux qui travaillent sur la croissance. Bon, j'ai trouvé ceux qui travaillent sur la croissance, ils travaillent par exemple avec le PIB ou bien le taux de croissance. C'est la même chose, travailler avec en niveau le PIB, en niveau ou bien le taux de croissance économique. Mais par exemple, leur problématique, c'est l'ouverture et les qualités institutionnelles et croissance économique. Mais normalement, ce qui est très important, qu'il ne faut pas oublier les variables structurelles. Les variables structurelles, le taux d'investissement, le travail, c'est des variables structurelles. Moi, j'ai vu des travaux qui traitent la question de croissance et puisque leur problématique, c'est l'ouverture, ils travaillent avec l'ouverture et ils négligent, par exemple, l'investissement, le capital physique et le travail. Donc, normalement, d'après cela même, ces variables elles sont incontournables. C'est les variables structurelles de modèle. Et vous pouvez l'augmenter avec qualité institutionnelle, capital humain, tout ce que vous voulez, mais pour juste expliquer le résidu, cet écart qui reste entre la production et les facteurs de production. Donc, c'est pourquoi même le modèle de frontière stochastique, c'est la même chose. C'est le point de départ, c'est la fonction Cobb-Douglas. C'est-à-dire que nous avons une variable à expliquer, c'est une régression. Une régression comme les autres régressions. Nous avons une variable à expliquer, c'est l'output, et nous avons des variables explicatives, c'est les inputs. L'idée, c'est quoi? C'est les moyens mobilisés pour avoir un résultat. C'est l'idée générale. L'output, c'est le résultat ou ce que vous avez réalisé en utilisant un certain nombre de ressources ou ce que vous avez mobilisé pour avoir ce résultat. Bien sûr, le point de départ, c'est la fonction de production Cobb-Douglas. Pourquoi? Parce que la frontière stochastique, le modèle en frontière stochastique, c'est un modèle paramétrique. L'idée de paramétrique et non paramétrique parce que nous avons déjà un a priori, une hypothèse, c'est-à-dire nous allons imposer un comportement pour la fonction, c'est-à-dire c'est d'après la théorie, c'est a priori. On dit que parce que la fonction elle est paramétrisée. Nous avons les paramètres, une fonction de type Cobb-Douglas, une fonction première dérivée, les positifs, deuxième et les négatifs, les rendements des choses. Tout ça, c'est pourquoi on dit paramétrique. Non paramétrique, la frontière, elle est déterminée par les données, comme DEA, Data Envelopment Analysis. La frontière, elle n'est pas déterminée a priori. La frontière, et là, vous aurez des problèmes si vous avez des données aberrantes. Par exemple, moi, si je me positionne avec des pays qui sont très performants, je serai toujours inefficient par rapport à eux. Parce que c'est déjà la frontière, c'est eux qui vont déterminer la frontière. C'est pas, et dans ce cas, même si je suis efficient, mais toujours relativement à eux, je suis toujours inefficient. C'est l'idée DEA, parce que la frontière, elle est déterminée par les meilleurs. Donc, pour SFA, c'est-à-dire Stochastic Frontier Analysis, ou l'analyse en frontière stochastique. Pourquoi frontière stochastique? On verra, parce que la frontière... Oui. Tu as parlé de DEA, il y a certainement quelques personnes qui ne connaissent pas. Il faudrait leur dire d'abord qu'est-ce que c'est DEA. DEA, c'est une méthode d'analyse d'efficience également, comme l'analyse en frontière stochastique. La DEA, c'est Data Envelopment Analysis. C'est-à-dire, c'est analyse par l'enveloppement des données. C'est-à-dire que les données, ils vont déterminer également une frontière. Et on va voir ceux qui sont en dessous de la frontière, ceux qui sont sur la frontière. Ceux qui sont sur la frontière, ils sont efficients à 100%. Ceux qui sont en dessous de la frontière, ils sont inefficients. Et cette inefficience, elle est due, donc, soit ils ont mobilisé
il y a un gaspillage de ressources. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ont, par exemple, utilisé des ressources qui ne sont pas comme les autres, et ils ont réalisé le même résultat. On verra par la suite l'idée de l'efficience, parce que l'efficience, ce n'est pas efficace. Efficience et efficace. Efficience, efficace, même résultat. Vous pouvez atteindre le même résultat. Vous êtes efficace. Mais vous êtes efficient si vous utilisez le moindre des ressources. Celui qui, par exemple, qui réalise un résultat en 5 minutes et celui qui réalise le même résultat en 10 minutes. Celui qui a réalisé le résultat en 5 minutes, il est efficient. Celui qui a réalisé le résultat en 10 minutes, il est efficace, mais en termes d'efficience. Donc, DEA, c'est une méthode, comme j'ai dit, c'est une méthode non paramétrique. Parce que pour étudier l'efficience des dépenses de santé ou bien l'efficience des dépenses budgétaires ou bien généralement l'efficience, c'est une relation entre les inputs et les outputs. C'est-à-dire, vous avez mobilisé combien de ressources pour atteindre un certain nombre de résultats. Donc, cette relation, on peut l'analyser soit à travers une frontière stochastique, c'est pourquoi on dit analyse en frontière stochastique, soit à travers une autre méthode qui est non paramétrique, c'est une méthode DEA, et la frontière n'est pas stochastique, elle est déterministe, c'est parce que les individus qui constituent le panel qui vont déterminer la frontière. Donc, c'est ça la différence. Mais normalement, l'analyse en frontière stochastique, puisqu'il a un a priori théorique, il est plus puissant. Généralement, il y a des avantages, il y a des inconvénients, toujours la même chose. Il n'y a pas quelque chose qui est parfait. Il n'y a pas un modèle qui est parfait. Peut-être DEA, avec les données, pour certaines qualités de données, est peut-être plus efficace que l'analyse en frontière stochastique. Donc, je vais vous montrer. On l'appelle également modèle à erreur composée également, parce que l'erreur, elle est composée parce que cet écart entre votre réalisation et la frontière, elle est due à deux erreurs. Il y a une erreur idiosyncratique que vous connaissez, il y a l'inefficience, votre inefficience, pas l'efficience, votre inefficience. Donc, c'est pourquoi on l'appelle également modèle à erreur composée. Elle est composée, il y a un signe moins ici pour U et T. Le signe moins, c'est parce que cette erreur, elle est demi, on dit half normal distributed. C'est-à-dire que parce qu'il ne peut pas dépasser la frontière. Alors que pour l'erreur idiosyncratique, il peut dépasser la frontière parce que c'est une erreur ou d'autres variables ou bien des chocs qui peuvent même dépasser Et c'est pourquoi on va décomposer l'erreur. Et puis, vous pouvez voir U et T, c'est l'inefficience. On peut l'expliquer quels sont les déterminants. Ces Z, ce sont des déterminants. On va voir dans la pratique. Le modèle qu'on va voir aujourd'hui, c'est un modèle qui est de Baptiste et Coalé. C'est un modèle qui va faire 2 étapes en une seule étape. C'est-à-dire qu'il va déterminer l'inefficience et en même temps les déterminants de l'inefficience. On verra ça tout de suite. Bon, j'ai essayé de schématiser un petit peu pour expliquer l'idée de l'analyse en frontière stochastique. Je sais que ce n'est pas vraiment bien schématisé, mais j'ai essayé de faire. Donc, on peut prendre par exemple, ces numéros, c'est comme des pays, des individus qui constituent notre planète. Vous pouvez prendre 2 et 4. Pour 2 et 4, ils ont mobilisé les mêmes ressources, input. Si on fait une prolongation jusqu'à l'axe des abscisses, on aura qu'ils ont mobilisé presque les mêmes inputs. Mais les outputs, par exemple, 4, il a réalisé un résultat plus important que 2. Par exemple, si on prend 4 et 1, 4 et 1, ils ont réalisé le même résultat. Mais 4, il a réalisé le même résultat avec moins de ressources. Alors que 1, il a réalisé le résultat avec plus de ressources que 4. Ils ont réalisé le même résultat. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de l'espérance de vie, par exemple, comme output.
dans le domaine de la santé. Et on va parler des dépenses de santé. Ou bien on peut travailler avec taux de mortalité infantile, infanto-juvénile comme output. Et c'est-à-dire notre résultat sanitaire en tant que pays, notre résultat sanitaire, il y a d'autres pays qui utilisent moins et qui réalisent des performances mieux que nous. Pourquoi? Donc, c'est là où on va voir les déterminants de l'inefficience. Cet écart entre la courbe qui est en rouge, c'est-à-dire c'est la frontière a priori, c'est une fonction Cobb-Douglas normalement, la distance entre, par exemple, 4 et la ligne rouge, elle est due à deux erreurs. Il y a une erreur pour l'inefficience et l'erreur stochastique qui peut dépasser même la ligne rouge. L'erreur stochastique, c'est-à-dire le terme d'erreur que vous connaissez, parce qu'il suit la loi normale, centré, réduit. Donc, je pense que vous avez compris la logique. Donc, si on prend 9, par exemple 9, si je prends par exemple, s'il est sur la frontière, elle est efficient à 100%. Donc, toujours l'écart entre la frontière et là où vous êtes, cet écart qui est dû à votre inefficience ou bien au terme d'erreur idiosyncratique. Donc, les inputs, ça peut être les dépenses de santé, l'output, ça peut être l'espérance de vie, ça peut être... D'ailleurs, DEA également, l'avantage qu'il peut travailler avec plusieurs outputs. Alors que pour l'analyse en frontière stochastique, on travaille avec un seul output. Donc, je passe vers les modèles Probit et Logit. Donc, pour les modèles Probit et Logit, toujours, si nous avons la logique, c'est toujours une régression. C'est une variable à expliquer et des variables explicatives plus un terme d'erreur. Et les modifications qu'on va faire qui vont changer le modèle ou bien. Et bien sûr, on travaille la variable dépendante. Pourquoi on ne peut pas travailler avec des modèles qu'on connaisse et que la variable dépendante, c'est une variable catégorielle, variable multinomiale, binomiale. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une variable qualitative qui peut prendre plusieurs modalités. C'est ça l'idée. Et cette variable, la logique change, même dans l'interprétation, change la logique. Lorsque vous travaillez avec des variables quantitatives, on parle de la variabilité. C'est-à-dire deux variables quantitatives, on teste la corrélation, c'est la covariance, on peut calculer la covariance. Mais lorsqu'on travaille avec des variables qualitatives et quantitatives, les variables qualitatives, elles s'interprètent en termes de fréquence. Ceux qui ont plus de cette catégorie. Donc, c'est ce qui va montrer la relation. C'est pas la variabilité. On ne peut pas calculer la covariance. Donc là, vous savez qu'avec des variables quantitatives, on fait le test de corrélation. Avec variables quantitatives et qualitatives, on doit passer par le test d'ANOVA ou bien sûr le modèle ANOVA. Avec deux variables qualitatives, c'est le test de Ki2. Donc, ça change. Donc, puisque nous avons une variable qualitative comme variable à expliquer, donc, la probabilité, cette variable, par exemple, accès, non accès. Une variable, par exemple, utilisation ou bien non utilisation. Donc, c'est la probabilité que Y, cette variable, puisqu'elle est binomiale ou bien binaire, elle peut prendre des valeurs 1 ou 0. C'est-à-dire réussite, échec. Utiliser, ne pas utiliser. Venir, ne pas venir. Donc, ainsi de suite. L'idée, c'est quoi? C'est que la probabilité d'accès, par exemple, aux soins de santé, ou d'utiliser les soins de santé, ou de réussir l'examen, sachant X. C'est quoi X? X, c'est les variables explicatives. Donc, c'est en fonction de ces variables, c'est-à-dire la fonction de distribution, on va déterminer si est-ce qu'on va travailler avec un modèle logistique, un modèle Probit, un modèle Tobit, un modèle même linéaire.
Parfois même modèle linéaire, modèle logistique, modèle probit, ils donnent les mêmes résultats. Le modèle linéaire, où est-ce qu'il est, n'est pas, c'est dans les extrémités, parce qu'au milieu, ils ont presque le même comportement. Parce que si vous voyez la distribution logistique, c'est quoi? C'est un sigmoïde, c'est-à-dire c'est une forme qui est sous forme de S, c'est-à-dire au milieu, c'est linéaire. Mais dans les extrémités, c'est pourquoi le modèle linéaire, il peut donner des probabilités supérieures à 1 ou bien inférieures à 0, ce qui n'est pas acceptable. Pour les probabilités, on sait bien que probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Mais parfois, des données, vous pouvez travailler avec des modèles linéaires, probabilistes, ou logistiques, même probits, ils donnent les mêmes résultats. Vous n'avez pas des variables distribuées dans les extrémités. Si vous êtes à côté de la moyenne, généralement, c'est le même résultat. Donc, j'ai mis ici Ln, on introduit, là, vous pouvez avoir l'intuition. PI, c'est la probabilité de réussir. 1 moins PI, c'est la probabilité contraire, complémentaire. C'est-à-dire, si vous avez 20% de réussir, donc vous avez 20% d'échouer. Donc, c'est en fonction de ces variables explicatives. L'interprétation de bêta, c'est quoi? Ce bêta, c'est les positifs, c'est-à-dire qu'il augmente la probabilité de réussir. C'est les négatifs, c'est-à-dire qu'il diminue, c'est-à-dire qu'il augmente la probabilité d'échec. Si on est dans le cas de accès aux soins de santé, par exemple, PI, c'est la probabilité d'accès. 1 moins PI, c'est la probabilité de... Par exemple, parmi les déterminants, par exemple, disposer d'une couverture sanitaire, ça peut augmenter la probabilité d'accéder aux soins de santé. C'est ça la logique lorsqu'on interprète. Mais bien sûr, il faut passer par des transformations toujours. Là, si vous prenez le Ln, on va introduire l'exponentielle. Si on introduit l'exponentielle, dans le cas de modèle logistique, c'est la distribution et logistique. Donc, si on introduit l'exponentielle, exponentielle Ln, donc ça saute, ça reste Pi sur 1 moins Pi. On aura exponentielle x' bêta, on va factoriser par Pi, on aura ce que vous avez devant vous, donc le modèle logistique. Pour le modèle probit, pourquoi il n'utilise pas beaucoup? C'est juste en termes d'interprétation. Mais les logiciels aujourd'hui, ils peuvent, donc c'est pour avoir cet effet marginal. Parce qu'on ne peut pas interpréter, pour logistique, c'est ce qu'on appelle les odds ratios, ou son nom en français même, c'est ça, c'est les cotes, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est pour les probits, même aujourd'hui, les logiciels, ils peuvent vous donner l'effet marginal. Ce qu'on cherche, c'est ces transformations, c'est compliqué à la main, et c'est le logiciel qui peut faire ces transformations. Donc, je passe aux pratiques. Donc, c'est toujours même les packages. Si vous avez les packages, vous pouvez tourner n'importe quel modèle. On aura vous allez travailler sur R, n'est-ce pas? Sur R et puis sur Stata. OK. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est juste parce qu'avant, je travaillais qu'avec R. Je ne travaillais pas avec Stata. Mais quand j'ai travaillé avec Stata, c'est la même logique. C'est la même logique. Même Stata, elle travaille avec les packages. Si vous n'avez pas le package, par exemple, ceux qui veulent travailler avec panel var. Panel var, il n'y a pas panel var dans Stata. Il faut l'installer. Donc, je vais vous montrer comment installer. Il y en a ceux qui m'ont demandé comment installer panel var. Vous pouvez installer le package et travailler. Et vous pouvez faire la même chose qu'avec R. C'est la même chose. Hein. C'est juste... parce que les logiciels, c'est juste l'interface qui change. Sauf que pour R, il est puissant, il est gratuit, c'est open source, c'est l'innovation. À chaque fois, il y a ceux qui travaillent avec des packages, vous pouvez exploiter leur package facilement. Ils sont craqués les dernières versions. Donc, PLM, Gplot, c'est des librairies qu'il faut toujours importer les données, toujours
notre base de données, attacher la base de données, déclarer pour une fois pour toutes pour R que on va travailler avec des données de panel. Donc, c'est la fonction PDData.frame. Nous avons déjà expliqué ça. Vous pouvez revisiter les séances que nous avons fait. Et bien sûr, les graphes, on n'a pas besoin puisque nous avons. Donc, je passe. Même les modèles dynamiques. Je vais partager avec vous toute cette. À la fin, même. Donc, panel var. Voilà. Modèle SF1. Donc, je vais vous montrer tout d'abord la base de données. Elle est là. Base de données, comme vous pouvez voir, c'est une base de données que j'ai préparée moi-même. Elle est disponible. Mais toujours, juste pour revenir à une question, c'était la question pour avoir des données quinquennales, quadriennales. Il vaut mieux travailler, il vaut mieux nettoyer les données sur Excel tout d'abord. Parce que avec le logiciel, vous pouvez faire avec R, mais avec Excel, comme ça, vous allez vous concentrer sur le modèle avec les logiciels. Mais il faut nettoyer les données tout d'abord avec Excel. Parce que parfois, les données présentes et peuvent être en format string, peut-être, par exemple, ils peuvent être même, vous voyez par exemple des chiffres, mais ce ne sont pas des chiffres, c'est des caractères. Il y a énormément de problèmes que vous allez rencontrer, que moi-même j'ai rencontré. Et j'ai galéré pour résoudre des problèmes comme ça. Parfois, je vais sur le logiciel, il me dit qu'il n'y a pas de variable. J'ai fait une transformation et il ne peut pas identifier la variable. Même avec Stata également. Avec Stata, c'est pire. Hein. Il faut toujours nettoyer les données. Donc, la base de données, j'ai dit que nous avons un panel de pays, bannière, ainsi de suite, des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure et inférieure, même à revenu faible. J'ai pris une date, j'ai pris des années donc, de 2000 jusqu'à 2018 pour éviter 2019 et ce qui vient après. Donc, nous avons le PIB par habitant en PPA, logarithme nipérien. Je peux le faire avec R et j'ai déjà fait avec Excel, taux d'investissement, human capital sur le capital humain, la force de travail, population totale, croissance du PIB par habitant, croissance démographique, le compte extérieur, inflation, le chômage, l'ouverture commerciale, les IDE, la population rurale, l'LN de la population, l'emploi dans l'agriculture, l'emploi dans l'industrie, l'emploi dans le service, les exportations, les importations, le taux de mortalité, le logarithme nipérien, le taux de mortalité, les dépenses gouvernementales de santé, le LN des dépenses gouvernementales, dépenses privées par habitant, toujours par habitant en PPA. LN, out of pocket, c'est-à-dire les dépenses des ménages, ce qui sort directement, comme son nom l'indique, out of pocket. Ce qui sort directement de la poche des ménages, si vous ne disposez pas d'une couverture médicale, vous devez payer. Donc, c'est ça, donc c'est les dépenses des ménages, directement, l'ELN, l'incidence du tuberculose, nombre de tourisme qui arrive, l'espérance de vie à la naissance, mortalité maternelle, l'ELN des mortalités maternelles, mortalité néonatale, c'est-à-dire avant 1 an, et mortalité infanto-juvénile avant 5 ans, et presque, c'est la base de données. Moi, c'est juste pour... Donc, je reviens vers le modèle. Là, dans le modèle, on va expliquer l'espérance de vie comme output par les variables, les inputs, c'est-à-dire ce que nous avons mobilisé, les ressources, les dépenses de l'État, les dépenses privées, et pourquoi nous avons espérance de vie moins que les autres, ou bien plus que les autres. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on va... Donc,
tourner le modèle. Modèle, je peux l'appeler comme je veux. Modèle, efficience, frontière stochastique. SFA, c'est la fonction. Le package, c'est frontière. Elle est là. Elle est là. Frontière, le package. C'est des packages toujours, on peut aller vers le package et voir l'exploiter également. Il y a des exemples, il y a que vous pouvez tourner, il y a des modèles, vous pouvez... Donc, le modèle, le premier modèle qu'on va tourner, c'est un modèle où on va juste voir l'inefficience, ou le degré d'efficience. Donc, nous avons tourné le modèle, on peut passer par summary, c'est une fonction dans R pour avoir la sortie. Summary. Désolé, je n'ai pas encore tourné FS1. Il me dit error in summary model, objects model not found. Il faut juste lire. Donc, c'est ça le modèle. Donc, vous pouvez voir le modèle. C'est error component, comme son nom l'indique. Error component frontier, c'est Baptiste, si vous voulez lire. Je vous invite toujours à voir les articles, ceux qui ont fait le inefficiency decreases the endogenous variable as in production function, comme la fonction de production. The dependent variable is logged. Bien sûr, j'ai utilisé le log pour la variable. The dependent variable is logged. Donc, on travaille avec le maximum de vraisemblance. Et comme vous savez, le maximum de vraisemblance utilise des itérations, c'est-à-dire des répétitions, jusqu'au point où ils convergent. Donc, after 14 iterations, donc après 14, donc le modèle est 26 iterations. Donc, vous pouvez voir que ici, tout est significatif. Donc, nous avons la variable à expliquer, l'output, c'est l'output, c'est notre espérance de vie. La constante, elle est significative. Les dépenses publiques, c'est significatif puisque c'est le LN, il augmente l'espérance de vie à l'ordre de 5,1%. Les dépenses privées, donc c'est significatif également avec 3%. Donc l'interprétation, ça va prendre du temps. Donc notre panel, il contient number of cross-sections, donc 63 pays, avec des périodes de 20 périodes, donc de 2000 à 2019, désolé, c'est à 2019, c'est 20 périodes. Donc le nombre d'observations, c'est 1200, et l'efficience moyenne. L'efficience moyenne, c'est-à-dire si on prend ces pays, c'est comme on revient. C'est ça l'idée de l'efficience moyenne. Si on revient, si on passe en moyenne, on aura, c'est-à-dire si on prend tous ces individus, par exemple, si on prend l'exemple là on va passer comme ça. C'est par exemple, on passe par ici. Comme ça. C'est-à-dire que c'est ça l'efficience moyenne. C'est à 85%. C'est ça, c'est 85%. Il reste 25%, 15% plutôt. 15%, c'est pour l'inefficience et le terme. On peut avoir l'efficience de chaque pays. L'inefficience de chaque pays. Donc, je peux faire directement ici. Efficiencies. Model, c'est... OK, c'est model. Non. Ça. Pour voir le Maroc, comment il est par rapport aux autres pays. Vous pouvez voir l'efficience. C'est l'efficience. Ça, c'est efficiency. Chez l'inefficience, c'est l'efficience. L'Albanie, c'est 93, c'est l'efficience 93%. L'Algérie, vous pouvez remarquer les pays africains, 71. On va y aller. Par exemple, Botswana, même que c'est le premier exportateur de diamants, mais il est efficient en termes d'espérance de vie, 69%. Le Cameroun, regarde, comparer les pays africains avec les autres pays.
il y a pas que les dépenses, bien sûr, il y a d'autres déterminants. Bon, le mode de vie, le régime alimentaire, c'est la pratique du sport ou pas. Vraiment, vraiment, il y a d'autres facteurs. Ce n'est pas que les dépenses, mais juste en moyenne. Jamaïque, le Maroc. Le Maroc, il est là. Il est dans 93%. C'est l'efficience. Ça, c'est pour le modèle classique. Si on veut, pourquoi je dis que le modèle que je vais tourner tout de suite, c'est un modèle qui peut faire l'affaire en une seule étape. Par rapport à ça, on va tirer l'efficience et régresser l'efficience sur d'autres déterminants, c'est-à-dire déterminer quels sont les déterminants de l'inefficience. Le modèle que je vais tourner tout de suite, il va faire tout d'un seul coup. Vous pouvez remarquer qu'il y a un barre verticale ici. C'est pour dire qu'on aura deux régressions. Dans un premier temps, on va estimer l'inefficience. Dans un deuxième temps, on va estimer les déterminants de l'inefficience. Donc, c'est le modèle 2. On va tourner le deuxième modèle. Donc, summary. Donc, vous pouvez voir. Maintenant, nous avons, là où il y a Z, c'est les déterminants. Vous pouvez remarquer que nous avons deux constantes, intercept, Z-intercept. Une constante pour le premier modèle et une deuxième constante pour le deuxième modèle. Donc vous pouvez voir que les dépenses privées ressortent dans ce modèle avec un signe négatif. Donc, là, ce que j'aimerais bien attirer votre attention, que signe moins, c'est parce qu'on explique l'inefficience, pas l'efficience. C'est-à-dire que le PIB, il augmente votre efficience. Le PIB par habitant, c'est-à-dire le PIB par habitant, qu'est-ce qu'il reflète? Pourquoi on prend le PIB par habitant comme déterminant? Parce que le PIB par habitant, il reflète le mode de vie, votre niveau de développement, relativement. Votre capital humain également, il a un signe négatif, mais il faut lire au contraire, parce que c'est l'inefficience, ce n'est pas l'efficience. C'est-à-dire, si on veut lire directement, on va dire que le PIB, c'est-à-dire le revenu par habitant, le niveau de vie, il augmente votre efficience. Également pour le capital humain. Alors que pour la population rurale, si vous avez une population rurale qui est énorme, chose qui est, par exemple, les pays qui ont une population rurale, donc ils ont un niveau de développement généralement qui est faible. Et puis, même population rurale, loin des hôpitaux, loin de... Donc, c'est un effet négatif, même si ce n'est pas significatif. Donc, l'incidence de tuberculose, c'est-à-dire, vous connaissez la tuberculose, et l'influence négativement, c'est-à-dire que les gens, ils vont mourir tôt. Donc, il influence négativement votre efficience. Le chômage également, ce qui est attendu. Les résultats, ils ne sont pas, ils sont intuitifs. J'ai oublié d'ajouter une variable qui est très importante, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, c'est l'out of pocket. Donc, je l'ajoute, voir la variable. Out of pocket, il est où? C'est les dépenses des ménages. Normalement, c'est des déterminants. Si vous voulez, les dépenses des ménages, ça reflète si vous disposez, si les ménages payent ou les dépensent beaucoup pour accéder aux soins, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas d'une couverture médicale. Donc, out of pocket, il est là. Donc, je ne sais pas si je mets, donc je n'ai pas mis log, donc je vais le mettre en log. Donc, log. Out. Je mets. Non. Donc,
Summary. Donc, voilà. Elle est là, out of pocket. Également, elle a un effet, donc c'est contre-intuitif également. Normalement, le out of pocket, si vous dépensez moins, ça veut dire que vous disposez d'une couverture médicale. C'est-à-dire que ça va augmenter votre efficience, votre accès aux soins de santé. Et bien sûr, nous avons l'efficience moyenne par rapport à chaque année. Vous pouvez remarquer que l'année 2000, l'efficience moyenne de tout le groupe, c'est le panel tout entier, c'est 82%. 82,5%, ça augmente avec le temps, l'efficience moyenne, ce qui est normal que dès l'évolution de la technologie de 2000 jusqu'à 2019. Donc, l'efficience, elle a augmenté de 82% jusqu'à 91%. Je parle de la moyenne. Donc, ça, c'est pour Stata. Donc, pour Stata, c'est la même chose. Donc, j'ai dit que vous devez installer, moi j'ai déjà installé, SSC pour installer, SSC Install SF Panel, c'est le package. Vous cliquez Entrée, il va dire qu'il a déjà installé. C'est de Checking SF Panel Consistency and Verify Not Already Installed. All files already exist and are up to date. Donc, c'est déjà installé. Il faut installer également pour ceux qui travaillent avec des données transversales, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul point du temps et vous avez un certain nombre de pays. Parce que les modèles d'efficience, ils se basent sur le benchmarking, c'est-à-dire la comparaison entre les pays. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours, c'est relatif par rapport à d'autres pays. Pourquoi des pays mobilisent moins de ressources et réalisent des performances mieux que d'autres pays? C'est ça l'idée. Donc, également, donc, les mêmes variables presque, les mêmes variables que j'utilise ici. Bon, vous pouvez utiliser, soit aller directement vers statistiques, vers longitudinal panel data. Il faut déclarer les données comme étant des données de panel. Vous pouvez utiliser soit, donc, vous cliquez sur OK. Donc, panel variable, donc strongly balanced. Et aller vers, ici, toujours vers statistiques, longitudinal panel data, vous avez frontier models. Vous pouvez tourner n'importe quel modèle et vous pouvez mettre dependent variable, c'est votre variable dépendante. Independent variables, c'est dépenses de santé, ainsi de suite. Et vous cliquez Entrée. Soit vous utilisez cette fonction, elle est là, regardez, elle est là. C'est là le code, elle est là. XT frontier, LN espérance de vie, LN dépenses de santé publique, LN dépenses de santé privée, TI. Donc, il y a plusieurs options. Le temps, je pense que je vais arriver au temps. Donc, soit utiliser la fonction directement SF des packages que j'ai installés, SF panel, LN dépenses de santé, ainsi de suite. Et je vais partager avec vous combien d'itérations et jours. Ça, c'est pour les données en frontière stochastique. Pour Probit Model. Donc, pour Probit Model, c'est toujours... Ce qui est très important, c'est pas parce que le logiciel, tout est... Si vous connaissez ce que vous voulez faire exactement, si vous savez ce que vous voulez faire, les variables, le modèle, tout ça, et vous connaissez très bien votre modèle, comment vous allez le spécifier, vous pouvez juste aller vers le package et utiliser le package. Mais si vous allez tâtonner, est-ce que ce package-là, ça va être un petit peu difficile. Là, pour les modèles
comme j'ai dit, pour les modèles de Probit et Logit, c'est des modèles qui exigent une variable dépendante qui est une variable catégorielle, une variable qualitative, généralement. Je vais utiliser une base de données Union Which, c'est-à-dire le fait d'appartenir au syndicat, qui sont des déterminants, si vous voulez. Parce que pour le modèle frontière stochastique, vous aurez besoin de modèle Probit ou Logit. Pourquoi? Si vous n'avez pas cette fonction, si vous n'avez pas cette option de travailler les deux en une seule étape. Sinon, vous allez, par exemple, comme Stata, ici, vous allez estimer l'inefficience, et puis dans un deuxième temps, vous avez utilisé l'inefficience comme variable explicative pour estimer les déterminants avec un modèle Probit. Donc là, j'ai utilisé une base de données qui se trouve dans le package. Tout d'abord, le package, c'est PGLM, Panel Generalized Linear Model. Vous pouvez aller directement vers le package. Elle est là, donc PGLM. Elle est là. Il y a des exemples, il y a tous les modèles. PGLM, Panel Estimator for, il est là. Vous avez presque tout et des exemples. Même ceux qui veulent travailler avec modèle Probit, Logit, même Tobit. Il y a un modèle Tobit pour là. C'est un modèle Tobit exemple, pour Health Insurance, pour un modèle de l'assurance, l'impact de l'assurance maladie sur la base de données. Elle est dans le package. Elle s'appelle Health Insurance, package c'est PGLM, c'est-à-dire qu'il se trouve, vous pouvez passer par, et puisque la base de données, elle contient presque combien, donc il va prendre un échantillon aléatoire. C'est pourquoi elle utilise set.set, c'est pour utiliser un échantillon aléatoire de 200 au lieu, parce que nous avons 20 186 observations. Donc il va utiliser subset pour avoir sample, c'est échantillon, entre 1 et 20 186, c'est le nombre des individus, c'est une enquête. Il a pris 200, c'est-à-dire un échantillon de 200 aléatoirement, et il a travaillé avec. C'est très simple. Donc il a appelé le modèle, il a appelé un deuxième modèle qui s'appelle Health Insurance 2. Donc il a pris juste la partie, donc les 200 observations, et il a appelé un modèle qui s'appelle LA, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, PGLM. Donc, il a régressé MED sur MED de U plus disease plus age. Donc, modèle c'est random, family Tobit, parent level, c'est juste pour encadrer, par exemple, la sortie, tout ça. Et la méthode, donc. Donc, je reviens vers modèle Probit. Donc ça, c'est un modèle binomial Probit. Parce que la distribution, c'est une famille de distribution de Probit, c'est les binomiales. Binomial, c'est une variable qui prend deux valeurs, soit oui, non, 0, 1. C'est la famille binomiale. Et l'origine, c'est la loi de Bernoulli. Et lorsque Bernoulli se répète un certain nombre, ça devient binomial. Donc, le modèle, donc j'ai dit, voilà, data, je dois appeler la base de données, elle est là. Donc, la base de données, elle est là, vous pouvez voir, là, la base de données, c'est l'ID, c'est l'identification, year, experience, health, hours, married, rural, school. C'est pour les enquêtes, les bases de données des enquêtes. On va tourner le modèle Probit, je l'appelle modèle Probit. Même le modèle Probit, le modèle de Probit, c'est la méthode d'estimation, c'est maximum de vraisemblance. Donc, et summary model. Et c'est ça le modèle. Donc, c'est un modèle Probit. Vous pouvez interpréter, mais sans l'ampleur des coefficients, il faut passer par les effets marginaux.
pour avoir l'effet. Donc, et c'est donc le wage, le salaire, ça augmente, par exemple, la probabilité d'adhérer à une c'est l'idée de syndicalisation ou d'adhérer au syndicat. Vous pouvez utiliser la même commande pour modèle Logit. Ça dépend. C'est même commande pour le modèle Logit. Au lieu de Probit, vous allez mettre Logit. Logit. Je vais par exemple l'appeler Logit. Logit. Je tourne le modèle. Généralement, il donne les mêmes résultats Logit et Probit. C'est juste que Logit, il est facile à interpréter. Donc, c'est modèle, summary modèle Logit. Donc, comme vous voyez, c'est presque le même résultat. C'est le modèle Logit. Pour Stata, c'est la même chose. Vous pouvez aller vers, vous avez ici Binary Outcomes, Logistic Regression, Probit Regression, tout ce que, même Tobit, tous les modèles que vous pouvez aller exploiter, tous ces modèles, ça dépend des données que vous avez. Si vous avez des données qui vont permettre de travailler, il y a des modèles, les variables lorsqu'elles sont tronquées, vous ne pouvez pas travailler avec, il faut travailler avec Tobit. J'ai oublié de dire que Tobit, c'est pour des variables qui sont tronquées, c'est-à-dire qui sont coupées, qui ne sont pas distribuées. C'est comme la loi de Kidde. Donc, vous pouvez aller vers les données de panel pour les Probit Logit, Binary Outcomes. Vous avez Logistic Regression, Probit Regression, donc Mixed Effect Logistic Regression, donc même Bayésien, si vous voulez travailler avec Bayésien. Donc, je m'arrête à ce niveau et pour ne pas... Monsieur Tonsi? C'est-à-dire, est-ce que tu as terminé? Oui. D'accord. Donc, on va ouvrir pour le temps qui reste, c'est-à-dire pratiquement 20 minutes, un temps de débat et un temps de discussion. Et donc, voilà, pour ceux qui veulent intervenir, vous avez la main levée, que vous connaissez. Et sinon, allez-y directement. Voilà. Oui, je suis en train de voir. Voilà, c'est Mademoiselle Ahlam Al-Rahmani. À vous la parole. Oui, bonjour, cher professeur. Et comme d'habitude, je vous remercie pour votre générosité en termes de présentation et votre maîtrise des sujets qui nous facilitent la compréhension. Vous m'écoutez? Oui, oui. D'accord, merci. Comme d'habitude, j'ai un certain nombre de questions. Je vous remercie d'avance. La première question, ça concerne la présentation de la dernière séance. Je ne l'ai pas reçue. Je ne sais pas si c'est le seul cas ou bien vous l'avez déjà envoyé aux autres étudiants. Il y a un petit souci, il est en train de le régler. On va le mettre sur le site. Je pense qu'il vient de la publier. Il est publié maintenant. Je pense qu'il est publié maintenant. C'est aujourd'hui qu'on l'a publié. D'accord, merci parce que c'était très intéressant. La première question concernant la présentation d'aujourd'hui, vous avez dit, Monsieur Tarek, que concernant le test de racine unitaire pour le panel de pays, il ne faut pas faire le test pour l'ensemble du pays, mais plutôt pour chaque pays. Oui. Je n'ai pas bien saisi parce que d'habitude, lors des données de panel, on fait le test de racine unitaire, le cas par exemple de Levelin, on le fait sur le panel en entier et non pas pays par pays. Oui. Pour l'autre, oui. Oui, vas-y. L'autre question, s'il vous plaît, vous avez dit lors de ARDL ou bien VECM, il ne faut pas stationnariser les séries. Par exemple, si on a les dépenses de santé qui ne sont pas stationnaires, on va travailler avec un modèle ARDL, mais généralement, on fait la différence de chaque variable avant d'estimer le modèle. Dans la spécification du modèle, on écrit par exemple DY en fonction de DX1, DX2, ainsi de suite. C'est ça, ne pas stationnariser, c'est-à-dire laisser la variable en niveau et ajouter une différence lors de la spécification.
L'autre question, juste une petite curiosité par rapport à la force du travail. Est-ce que vous parlez de la population active? Est-ce que vous l'approchez par la population active? Ouais. Et la dernière question, s'il vous plaît, monsieur, si par exemple on travaille avec un modèle en série temporelle, le cas du Maroc par exemple, est-ce qu'il faut plutôt travailler avec un PIB courant ou bien un PIB constant, au prix constant? Et merci beaucoup. OK. Donc, je commence par le test de stationnarité. Donc, le test de stationnarité, c'est le logiciel. Ce n'est pas vous qui vont. Si vous utilisez, par exemple, on va revenir vers ça. Si vous allez vers, par exemple, vers le test de Levin-Loon. Levin-Loon, spécification homogène de la racine autorégressive. C'est-à-dire qu'il va prendre une racine unitaire, c'est-à-dire le coefficient lié à la variable dépendante retardée, il va prendre, c'est-à-dire qu'il ne va pas distinguer entre les pays dans la spécification. C'est le test qu'il fait. Alors que si vous utilisez par exemple le test de IM, Pesaran, Shin, Madala et Wouch, Hadri, c'est des spécifications où il différencie entre les panels. C'est comme l'idée de modèle AFI ou pooled au modèle AFI au modèle pooling. Dans le modèle pooling, on va considérer qu'il n'y a pas d'hétérogénéité, c'est un panel homogène, il se comporte, sauf que ici, ça concerne la pente. Ce que j'aimerais bien que vous gardiez en tête, lorsqu'on estime toujours, on estime deux choses. On estime la constante et on estime la pente. La pente, c'est le coefficient autorégressif. C'est le coefficient associé à chaque variable. C'est la pente, c'est le comportement de la variable. Donc, si ces pays ils se comportent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont homogènes en termes de comportement, pas en termes de constante. Là, on passe par le test de Levin-Loon et Schur. Si on va prendre donc pour chaque PIB, le coefficient associé à la variable retardée, elle est différente selon les pays. Donc, si vous utilisez le test de Pesaran, Madalaou, c'est automatiquement, vous passez par cette étape. Généralement, deuxième génération, bon, je n'ai pas vraiment trouvé des... Mais pour le test, vous pouvez aller dans R, dans le package PLM, dans statistique, vous venez ici, vous allez vers longitudinal panel, vous allez vers unit root, vous allez ici, vous pouvez choisir. En choisissant l'auteur, vous allez par exemple, EM Pizarra Nishin. Donc, automatiquement, vous allez utiliser le test. Les coefficients autorégressifs, ils sont hétérogènes. Hadri, par exemple, vous voyez, Lin Ishu, c'est comme le pooling. Donc, c'est par rapport au test de stationnarité. Même pour R, vous allez vers le PLM, vous allez trouver les noms des tests. Donc, par rapport, deuxième question, c'est par rapport, est-ce qu'on doit stationnariser pour l'aide? Non, étudiez la stationnarité pour voir si vous êtes autorisé de travailler avec un modèle VECM ou bien un modèle ARDL, mais pas stationnarisé. Mais le modèle, il va faire des transformations. Le logiciel, il va faire des transformations. C'est-à-dire qu'il va utiliser des régressions en niveau, c'est-à-dire sans aucune modification, et des régressions en différence. Bien sûr, si vous voulez approfondir votre compréhension, vous pouvez, je vais partager avec vous toutes ces transformations. Et même, si vous voulez vraiment travailler avec panel, l'auteur, c'est Mohamed Hashim Pezaran. C'est un Iranien, anglo-iranien. C'est lui qui a travaillé avec ARDL. C'est la même logique, sauf que le panel, c'est plusieurs pays. Mais ARDL, c'est même. Et c'est la même logique. C'est l'ECM. L'idée de ECM, c'est Error Correction Model. Donc, c'est cette force qui va toujours pousser la variable vers la tendance pour qu'ils se rejoignent les deux variables, pour qu'il y aura une cointégration, c'est-à-dire la variable x et la variable y. Donc, ça, c'est pour la force de travail. Oui, pour la force de travail, c'est la population active. Mais généralement,
que ce soit travailler avec population active ou population tout entière, ça donne les mêmes résultats parce que c'est le taux de croissance, c'est la croissance de la population, parce qu'on parle en termes de variabilité. Donc, si la population tout entière croît à un rythme de 2%, également, la variabilité de la force de travail, c'est... Donc, généralement, parmi mon expérience, j'utilise que ce soit le taux de croissance démographique pour toute la population ou bien le taux de croissance de la population active, ça donne généralement le même résultat. Mais il faut tâtonner, il faut utiliser les deux et voir. Donc, la dernière question, je pense, c'était par rapport à... Le PIB au prix courant ou bien au prix constant? Voilà, le PIB constant, c'est pour enlever l'effet de l'inflation. Il vaut mieux travailler avec le PIB constant. C'est parce que c'est le PIB sans inflation. Sinon, vous travaillez avec le PIB courant et vous contrôlez l'inflation. Sinon, dans le cas de panel, il faut travailler en PPA. Dans le cas de panel, travailler en PPA et par habitant. Je pense que... Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Oui, Oui. Rabi. Alors, Wiham, Madame Wiham. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Alors ma question concerne les tests, toujours les tests de racine unitaire. Vous avez dit au début de la séance que c'est la nature des données qui permet de trancher entre les deux générations. Et vous avez parlé du test de dépendance. J'aimerais bien savoir comment le faire au niveau de R et surtout au niveau de R, le package qui permet d'installer cette fonction. Et dans le test d'indépendance, il y a beaucoup de tests. Alors, est-ce qu'on utilise tous ces tests et d'après les résultats c'est-à-dire, c'est les résultats qui nous permettent de s'orienter vers les tests de première génération ou bien deuxième génération. Et aussi, vous avez parlé de la transformation des données, c'est la deuxième question, de la transformation des données annuelles en période quinquennale ou bien en période de 4. Vous avez dit que parfois ça pose problème au niveau des logiciels. Il est important de le faire sur Excel. Quand on va nommer les périodes, on les nomme par exemple période 1, période 2, comme ça c'est acceptable? Oui, comme ça. J'ai déjà travaillé avec ça. Comme ça, vous allez prendre les moyennes. Par exemple, vous voulez travailler en période de 4. Vous prenez, par exemple, vous venez par exemple, je travaille de 2000 jusqu'à 2019. Je prends de 2000 jusqu'à 2003, 2000, 2001, 2002, 2003, c'est 4 ans. Et je viens sur Excel, je mets insérer ligne et j'utilise la fonction moyenne et j'applique pour le tout. Hein. À chaque 4 ans, je laisse une ligne vierge. Comme ça, j'applique pour le tout et j'aurai les données et vers la fin, je tire que les moyennes. Je prends que les moyennes quinquennales et je les pose dans une autre feuille et vous pouvez travailler comme ça. Sinon, vous pouvez me contacter, je peux vous montrer comment faire. Sur Excel. Sur R, c'est compliqué. Sur R, c'est compliqué. Oui, d'accord. Donc, je reviens vers les tests d'indépendance. Oui. Vous avez ici, vous voyez avec moi R, il y a Function to Detect Linear Dependence. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup pour check for data. Donc, si vous venez ici, parce que j'ai déjà rencontré les tests, il y en a beaucoup de tests, comme vous l'avez dit, qui testent l'indépendance. C'est la même chose. On parle de l'indépendance entre les individus des panels. Ce n'est pas des indépendances entre... C'est-à-dire, c'est ça l'idée. Mais c'est rarement où vous utilisez cette deuxième génération. Je ne pense pas, c'est... Parce que, vous voyez, la stationnarité, c'est vraiment, il est très compliqué. Pour stationnariser, c'est... Check, voilà. Check for cross-sectional and time variation.
Tous ces tests, c'est pour des tests pour, généralement, ces tests pour voir est-ce que les individus, est-ce qu'ils sont indépendants ou pas indépendants. Et c'est le terme d'erreur, ça a un rapport avec le problème d'hétérosidasticité généralement. Comme vous savez, nous avons deux problèmes dans le terme d'erreur. Il y a le problème d'autocorrélation, c'est avec les séries chronologiques. Il y a le problème d'hétérosidasticité, c'est avec les données transversales. Dans les données de panel, on a les deux problèmes. Parce que nous avons la dimension temporelle et nous avons la dimension individuelle. Mais ça n'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment une influence très grave sur l'estimation, parce que c'est justement sur la précision. Comme j'ai dit, on estime la moyenne et l'écart type. Ce qui peut biaiser les données, c'est le problème d'endogénéité. C'est ça le problème le plus grave. C'est le problème d'endogénéité. Mais les problèmes qui sont liés à l'erreur, ça concerne juste la précision. C'est-à-dire, parce que si vous avez un écart type qui est très faible, vous avez toujours une grande probabilité de tomber sur la moyenne. C'est tout simplement ça. C'est bon, j'ai oublié une question. Non, juste une dernière question. En parlant des tests de stationnarité, sur Stata, on trouve que les tests de première génération. Alors, est-ce qu'il y a un package pour les installer ou bien c'est rare, comme vous avez dit, c'est rare de travailler avec ceux de la deuxième génération? Sincèrement, j'ai pas utilisé moi, parce que moi j'utilise, comme j'ai dit, j'utilise souvent R. Stata, c'est juste, puisque la majorité, j'ai essayé d'exploiter un petit peu dans Stata, mais je suis sûr et certain, si vous cherchez, s'il y a un package, vous allez le trouver. Et vous allez travailler de la même manière. Vous allez utiliser SSC, install, package, le nom du package, et vous pouvez mettre help, comme ça, vous pouvez mettre, par exemple, help, SFA, SF panel, par exemple, l'exemple que nous avons travaillé. Et vous avez ici vraiment tout ce que vous voulez avec des exemples, avec R, comme avec R. Même, vous avez une liste, amusez-vous à lire. Donc, il y a un exemple, vous pouvez voir un exemple, grain, donc, True FX model, S-panel, avec des exemples des sorties. Donc, essayez de lire et d'exploiter, comme ça, ça va être fixé dans la tête. Merci. Merci infiniment. Merci. Alors, je pense que Mme Ahlam Rahmani veut reposer quelques questions. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Tarek, je me demande pour le coefficient d'ajustement, si on travaille avec un panel ARDL, est-ce qu'on peut le calculer? Est-ce qu'on peut dire qu'après un certain nombre d'années, par exemple, ces pays vont revenir à un état stationnaire ou bien un état d'équilibre, comme on l'a fait avec le coefficient de convergence? L'idée, c'est quoi? L'idée à quoi sert? Donc, parce que le VECM, la co-intégration généralement, pas VECM ou RDL, c'est co-intégration. L'idée de co-intégration, c'est l'idée de choc. Et quand est-ce que vous allez revenir vers le sentier d'équilibre? C'est pourquoi le débat il a été sur est-ce qu'on doit travailler qu'avec le cycle ou avec la tendance, avec les deux. Donc, parce que il y a tout un débat sur la question. Il ne faut pas décomposer entre cycle et tendance, l'idée d'output gap. Donc, l'idée, c'est quoi? Ce que nous cherchons, nous, c'est cette relation de long terme. Est-ce que vraiment, ces deux variables, est-ce qu'ils vont se rejoindre dans le long terme? Par exemple, la masse monétaire, une augmentation de la Banque centrale de la masse monétaire et la réaction des prix. Donc, normalement, est-ce que cette fonction, est-ce que suite à une augmentation de la masse monétaire temporaire, donc est-ce que les gens vont se rendre compte qu'il s'agit, après un certain temps, qu'il s'agit tout simplement d'une augmentation nominale et pas réelle et ainsi de suite. Donc, c'est dans ce contexte. C'est-à-dire à quoi sert de calculer la vitesse? Mais vous pouvez calculer la vitesse, bien sûr, parce que c'est tout simplement, c'est la même logique. Si vous avez la distance, si vous avez votre situation et l'état stationnaire, vous avez la distance et vous avez le temps,
vous pouvez calculer la vitesse. C'est de la même manière qu'on calcule la vitesse. Oui. Donc, pour respecter notre timing, nous sommes à 8h30. Il est 8h30. Nous avons convenu que ça sera 1h30. Je tiens à remercier Setarek vraiment pour sa générosité, pour sa spontanéité et pour aussi son sens pédagogique. Vraiment, grand merci à Setarek. Merci à vous, monsieur. Un grand merci, d'autant plus que vous avez permis l'enregistrement du document, ce qui est très utile pour nos doctorants. Et donc, au plaisir de te revoir dans une autre intervention.